S'adapter pour vaincre ou comment les armées évoluent après des conflits. Une plongée dans l'histoire militaire qui nous éclaire sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Bienvenue Michel Goya. Bonjour. Vous êtes militaire, historien et dans cet ouvrage qui donc ressort aujourd'hui en livre poche, vous remontez vraiment sur dans l'histoire militaire, et vous remontez au 19e siècle, l'armée prussienne, première grande armée moderne. Il y a aussi une question de la guerre 14-18, l'arrivée de la bombe nucléaire. Bref, c'est un éclairage important pour ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et tout le monde parle de cette contre-offensive. Elle est dans tous les esprits, on l'annonce au courant du mois d'avril, peut-être début mai. C'est imminent selon vous, Michel Goya ? Oui, enfin, ce qui est certain en tout cas, c'est que les Ukrainiens n'ont pas le choix s'ils veulent atteindre leur objectif stratégique, qui est de libérer complètement tous les territoires occupés par les Russes. Ils n'ont pas d'autre choix que de lancer de grandes attaques, de grandes offensives. Ils ne peuvent pas se permettre de faire une sorte de grignotage comme sont en train de le faire les Russes actuellement. Non, ça prendrait des années. Et les Ukrainiens n'ont pas des années, donc ils sont obligés de lancer des grandes attaques. Il faut qu'ils percent le front et qu'ils donnent des grands coups à l'armée russe. Et donc pour ça, ça demande du temps. Ils se préparent beaucoup, ils travaillent énormément à ça. C'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup moins d'images ou d'informations, ou même d'appels à livrer des armes. C'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup moins d'appels lancés par les autorités ukrainiennes. Ils en ont reçu, notamment ces chars Challenger 2 britanniques. Est-ce que les armes qu'ils ont reçues vont permettre de mener cette contre-offensive ? Oui, c'est un élément, mais derrière tout ça, il y a aussi un effort de mobilisation très important de la population. Pour le dire très simplement, l'unité de compte, l'unité de combat de l'armée ukrainienne, c'est la brigade. Et la brigade, c'est 3000 hommes à peu près. Ils en ont à peu près 80, 90, et ils sont en train, à l'arrière, d'en former une vingtaine de plus pour justement préparer de nouvelles attaques, reprendre le dessus, reprendre l'initiative. Et là-dedans, pour ça, il faut les équiper. Et les équipements que nous fournissons, les équipements occidentaux, contribuent en partie seulement, mais c'est les équipements les plus modernes, à cette construction pratiquement d'une nouvelle armée destinée à l'offensive. Oui, justement, il y a des documents officiels américains classés secret défense qui sont apparus sur les réseaux sociaux. On en parlait hier dans 64 minutes. L'entraînement de 12 brigades ukrainiennes par les Américains. Donc ça irait dans cette logique. Ces hommes sont formés pour une contre-offensive qui arriverait. Oui, enfin en tout cas, ils sont formés. Les Britanniques ont formé peut-être 40 000 soldats ukrainiens depuis le début de la guerre, etc. Il y a un énorme travail de formation avec l'aide des pays occidentaux, de construction de ces nouvelles brigades. Donc les Ukrainiens prennent quand même le temps de préparer ces unités, ce qui n'a pas été le cas des Russes, par exemple, qui se sont lancés à nouveau dans une offensive sans avoir véritablement préparé au combat tous les mobilisés qu'ils ont envoyés. Et on voit le résultat d'ailleurs qui est assez médiocre et très meurtrier pour eux. Donc là, au contraire, les Ukrainiens, même si d'un point de vue stratégique, sur la longue durée, ils n'ont pas le temps. Ça ne peut pas durer des années pour eux. Mais ils prennent quand même le temps de préparer très minutieusement cette opération offensive qui sera compliquée. Ils ont eu des grandes victoires au mois de septembre, on s'en souvient, septembre, octobre. Mais là, les situations sont plus difficiles. Le front retranché des Russes est beaucoup plus solide en réalité qu'il n'était en septembre. Donc ce sera une opération compliquée et ce sera une opération importante parce que si elle échoue, ça pourrait mettre en péril toutes les autorités, le pays. On pourrait s'engager dans quelque chose, une fixation du front, on va dire, une rigidification du conflit, et là on basculerait complètement sur autre chose. Alors les Russes se préparent aussi, on va regarder ces images, on appelle ça, alors vous connaissez le terme mieux que moi, les dents de dragon. Ce sont des images satellites qui dévoilent une terre scarifiée sur des kilomètres, il y a des fossés anti-chars, des tranchées. Donc ça, ce sont les Russes qui mettent en place ces fortifications qu'on a pu voir. Donc elles ont été installées le long du littoral de la mer Noire, dans la région frontalière de la Crimée. Ouais. En fait, ils ont peur qu'on attaque la Crimée, que les Ukrainiens attaquent la Crimée. La Crimée, c'est chaud, Michel Goya, c'est le point chaud ? Comment dire, les Ukrainiens sont encore très loin de la Crimée. Ils ne peuvent pas y débarquer, par exemple. Ils sont obligés justement de réussir cette fameuse grande offensive. Ils sont obligés, on voit sur la carte, ils sont obligés d'aller jusqu'à Mélitopol, de percer le front jusqu'à Mélitopol dans un premier temps, puis ensuite même d'aller plus loin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'en est pas encore là. Maintenant, la Crimée, c'est un espace qui est particulièrement précieux pour les Russes, qui est considéré véritablement pour eux comme russe, quelque chose qu'ils veulent défendre à tout prix. Et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas que là. Vous n'êtes pas surpris qu'ils aient peur d'être attaqués jusqu'en Crimée ? Parce qu'on pourrait se dire quand même que c'est anticipé vraiment beaucoup.
Oui, sans anticiper de nouvelles défaites, de nouveaux échecs. Maintenant, bon, le propre des militaires, c'est quand même de tout prévoir, de prévoir même le pire. Et donc, ça ne coûte pas grand-chose de creuser, de faire des fortifications. Mais c'est aussi une manière pour eux de montrer que, véritablement, ils sont décidés, dans tous les cas de figure, à défendre à tout prix, au moins la Crimée. Alors Michel Goya, vous revenez dans votre livre notamment sur la guerre de 14-18 et comment la France, l'armée française a réussi à se réinventer. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Ukraine comme une guerre des tranchées 2.0. Comment vous expliquez qu'on en soit revenu à une aussi vieille technique qui n'est pas très très efficace puisque selon Léo Peria-Peigné de l'IFRI, les Russes n'ont conquis que 70 km² au mois de mars, que Bakhmout est toujours un front figé. Ça ne fonctionne pas vraiment les tranchées-ci? Eh bien, je dirais au contraire, c'est justement, ça montre que ça fonctionne pour résister, pour défendre un territoire. En réalité, les tranchées, on parle de la Première Guerre mondiale, mais c'est quelque chose qui revient fréquemment, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu toutes des zones entières qui étaient retranchées, la guerre de Corée, même dans les années 80, la guerre entre l'Iran et l'Irak, ça a duré 8 ans, c'était des guerres de tranchées. Pourquoi ça apparaît? Parce que c'est en réalité la seule manière un petit peu de se défendre, de se soustraire à la puissance de feu moderne. La puissance de feu moderne, et toute l'artillerie, tous les moyens que l'on a de feu. Même aujourd'hui, c'est ce qui est plus efficace. Et ce qui fait que d'ailleurs les conflits modernes, soit ils sont très courts, parce qu'il y a un adversaire qui s'impose très vite, soit au contraire, il y a un équilibre des forces, tout le monde s'enterre, on se retranche, on se met dans les villes, et là ça devient beaucoup plus difficile, et la guerre dans ce cas-là devient beaucoup plus longue. Donc c'est soit très court, quelques semaines, soit très long, et là on compte plutôt en années, parce qu'une fois qu'on est retranché, qu'on a une ligne de front solide, comme c'est le cas, c'est très difficile. Donc là, ça peut durer des années. Ça peut durer des années, oui. Alors, l'autre caractéristique, c'est évidemment l'utilisation des drones, une guerre de drones. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des avions de chasse ? Alors, parmi les éléments un peu nouveaux, c'est pas complètement nouveau. Déjà, dans la premier conflit 2014-2015, il n'y avait pas beaucoup d'avions dans le ciel. Dans le conflit, par exemple, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pour le Haut-Karabakh, il n'y a pas d'avions non plus. Pourquoi ? Parce que, et en Ukraine, effectivement, les grands absents, au moins à l'intérieur du territoire ukrainien, ce sont les avions des deux côtés. Pourquoi ? Parce que, globalement, le ciel est trop dangereux pour les avions. C'est-à-dire que vous avez des défenses antiaériennes, des missiles, ou même des... voilà. Est-ce qu'on va voir les armées dans le monde, et françaises notamment, s'équiper de drones pour remplacer les pilotes de chasse? Parce que ça évite la mort de pilotes déjà, oui. Et c'est facilement maniable. C'est vrai, c'est-à-dire que les drones peuvent assurer une grande partie des missions qui étaient effectuées par des avions pilotés auparavant. Vous faites de la mission de reconnaissance, vous faites des missions d'attaque, vous pouvez frapper, ou vous pouvez envoyer des drones, on appelle ça des drones rôdeurs, qui se servent de missiles, en fait, qui vont eux-mêmes frapper. Alors pour l'instant, les drones ne transportent pas grand-chose, ils ne vont pas transporter du matériel, mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. Et ils font ça pour beaucoup moins cher, et surtout avec peu de... pas de coût humain. C'est pour ça la raison pour laquelle la campagne de frappe russe sur le territoire ukrainien, elle est menée par des objets inanimés, les Russes utilisent des missiles ou ils utilisent des drones. C'est une des premières fois depuis très longtemps où effectivement il n'y a pas d'humain dans le ciel, ou très peu en tout cas. Et justement, la place de l'humain, on ne sait pas exactement combien de soldats sont morts, blessés dans les deux camps. On se dit quand même que l'Ukraine, est-ce qu'elle va avoir assez de réservistes, d'hommes et de femmes qui vont se battre? On a vu un reportage de Dorothée Olirik dans la première partie où il y a des Ukrainiens qui ne veulent pas aller au combat. Oui, alors on estime que les pertes ukrainiennes sont au moins aux alentours de 100 000 tués et blessés. C'est énorme pour une armée. Il y a peut-être 700 000 hommes qui sont mobilisés, c'est-à-dire qui sont prêts à partir, et donc 100 000 sur 700 000, même si certains d'entre eux reviennent au combat, c'est des blessures parfois légères, c'est énorme. Et de côté russe, c'est aussi considérable. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que pour l'instant, l'armée ukrainienne fonctionnait surtout avec des volontaires. Elle appelle tous les mois, elle appelle un certain nombre de gens, et il y avait beaucoup de volontaires qui venaient. Maintenant, il y a de moins en moins de volontaires, et donc du coup aussi de plus en plus de récalcitrants. Alors on va suivre tout cela évidemment. Michel Goya, il y a un autre point chaud, c'est le détroit de Taïwan. On voit que la Chine a entamé 3 jours de manœuvre, elle a attendu qu'Emmanuel Macron parte. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on connaît les données du problème, hein. Taïwan, considéré comme une province chinoise par la République populaire et qui veut établir son autorité pleine et complète sur cette île le plus vite possible. Mais la guerre, est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Actuellement, l'idée d'une invasion de Taïwan ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est que c'est peut-être le conflit le plus simulé actuellement. C'est-à-dire vous avez toute une série de simulations qui sont faites, de jeux, de guerre, y compris dans le jeu de commerce. C'est la chose la plus simulée. Et ce qui ressort de toutes ces simulations, c'est que pour l'instant, la Chine échouerait à envahir Taïwan. Elle n'a pas encore suffisamment de moyens militaires pour cela, et elle le sait. En revanche, ce qui manifeste aussi, c'est que ça coûterait de plus en plus cher aux Américains de défendre Taïwan, et que dans quelques années, eh bien, le rapport de force peut se renverser d'une certaine façon, et pour les Chinois, ça peut être une très forte tentation, dans ce cas-là, de tenter l'aventure. Alors vous dites qu'elle n'a pas les moyens, et pourtant Pékin prévoit de dépenser 225 milliards de dollars. On va voir effectivement que tout le monde dépense beaucoup, hein. Les Américains sont encore une fois en tête du podium, hein. Le budget chinois est 3 fois inférieur au budget de Washington. Est-ce que c'est inquiétant cette course à l'armement, parce qu'elle est partout, hein? Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, il faut noter elle succède à une diminution aussi pendant plusieurs dizaines d'années. En France, par exemple, en termes d'efforts de défense... 413 milliards. Pour la loi de programmation militaire, hein, sur 6 ans. Mais par exemple, en 1990, à la fin de la guerre froide, on consacrait presque 3% de notre produit intérieur brut, de nos richesses, à la défense. Ensuite, on est descendu, on a décliné, comme beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de pays européens en particulier, jusqu'à pratiquement 1,5. On a divisé par 2 notre effort de défense. Ce qui a posé aussi beaucoup de dégâts. J'étais à l'époque dans une institution militaire, ce qui a aussi posé beaucoup de problèmes internes. Et là, en réalité, oui, on revient à des niveaux qui étaient ceux de la guerre froide, en réalité. Parce que, aussi, on est dans une situation qui ressemble quand même beaucoup à la guerre froide, avec beaucoup d'acteurs, cette fois plus d'acteurs différents, et qui ont des politiques de puissance. Et donc, avec des politiques de puissance, il faut des instruments de puissance. Donc, il faut des armées puissantes, tout simplement. Des armées puissantes et s'adapter pour vaincre comment les armées évoluent. Donc, en édition poche. Merci Michel Goya d'avoir accepté notre invitation.